Bonjour à tous, bienvenue à cette session qui s'intitule Java EE, ah ben non peut-être. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que ah ben non peut-être veut dire? Pardon? Non, pas du tout. C'est une expression bruxelloise qui veut dire oui sûrement. J'ai moi-même un peu de mal avec cette expression parce qu'elle est très peu claire. Mais je trouvais qu'elle illustrait bien en fait la situation de Java EE parce que récemment il y a eu pas mal de questions sur Java EE 8. Et donc le but de cette session est en fait de clarifier ça. Mon nom est David Delabassé, je travaille chez Oracle. J'habite en Belgique, à 20 km de Lille, donc juste de l'autre côté de la frontière. Je reporte directement à une organisation américaine. Et notre organisation en fait, est responsable de Java EE, de certains projets comme Glassfish, Jersey, de produits comme WebLogic, mais aussi Java ici. Donc on a pas mal de choses. Ça c'est moi, une photo de moi, il y a quelques semaines à JFocus en Suède. Et donc il y avait un commentaire dans la salle qui disait que ce n'était pas une vraie conférence si vous n'avez pas l'occasion de lire le slide Safe Harbor Statement. Donc je ne voudrais pas vous priver de ce privilège. Donc voici le Safe Harbor Statement slide. Vous pouvez essayer de le comprendre. C'est juste une suggestion. Ceci étant dit, et blague à part, c'est important de garder à l'esprit que tout ce que je vais parler aujourd'hui, Java 8, n'est pas encore finalisé. Donc il y a des choses qui sont encore amenées à évoluer. Par exemple, j'ai juste fait une mise à jour parce qu'il y a certaines API qui ont changé mardi, donc il y a 3 jours. Donc les choses vont encore évoluer. Ceci étant dit, comme on est vraiment en fin de cycle, il ne devrait plus y avoir de changement majeur. La version actuelle de Java EE, Java EE 7, Java EE 7 a été finalisée il y a déjà quelques années, c'était en 2013. Depuis lors, on a en gros tous les vendeurs de Java EE qui ont adopté cette version de la spécification. On a différentes solutions qui sont disponibles sur le marché, des solutions open source comme Glassfish, Wildfly, Tommy, etc. Et on a aussi des produits commerciaux supportés comme WebLogic, IBM Liberty Profile ou JBoss EAP chez Red Hat. Donc on avait fini la version 7 de la spécification et on s'est posé la question, ok, maintenant qu'est-ce qu'on fait pour la version suivante, Java EE 8 ? On a eu pas mal de discussions, ça a pris un peu de temps et ça a notamment levé certains soucis dans la communauté. Beaucoup de gens ont affirmé que Java EE c'était fini. Ce n'est pas le cas. Et ici, je vais clarifier certaines choses. Ceci étant dit, c'est vrai qu'on aurait pu faire les choses un peu mieux en termes de communication, en termes d'exécution. Tout n'a pas été parfait. Toujours est-il que le passé est le passé et on se focalise vraiment sur ce qu'on a aujourd'hui et ce qu'on va faire dans les jours à venir. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une sorte de reboot sur le travail de Java EE l'année dernière. Et à Java 1, on a proposé une nouvelle direction pour Java EE, donc une nouvelle roadmap pour Java EE. On a donc proposé ça à la communauté, on a proposé ça aux différents licenciés et on a fait un sondage. Donc on a interrogé la communauté pour essayer de un peu challenger notre proposition. On a eu plusieurs milliers de réponses et ce sondage a en gros confirmé que notre proposition était bonne. Le sondage a été utile pour faire certains ajustements. Par exemple, on avait proposé d'abandonner une spécification, MVC, l'abandonner complètement. Il y a pas mal de gens qui se sont plaints sur ça, donc on ne l'abandonne pas, on la donne à quelqu'un d'autre pour que cette autre entité puisse la faire évoluer. Ça, c'est en gros le résultat du survey, du sondage qu'on a fait, et c'est en gros ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc je vais passer les 40 et quelques minutes qui nous restent à vous donner un aperçu de ce que sera Java EE lorsque la spécification sera finalisée dans quelques mois. Donc Java EE 8 devrait être finalisé cet été, en juillet. Alors, Java EE 8. La première API qui évolue dans Java EE 8, c'est JAX-RS 2.1. Jusqu'il y a 3 jours, mardi, les trois gros focus de JAX-RS 2.1 étaient une nouvelle API client réactive, le support pour les serveurs sent event et le support non-blocking dans les différents providers de JAX-RS 2. Malheureusement, notamment pour des raisons de temps et de ressources, on a décidé que le support non-blocking va être déféré à une release ultérieure. Pourquoi ? Parce qu'il reste encore trop de questions ouvertes et on ne veut pas
faire les choses à moitié et on ne veut pas non plus retarder JAX-RS et donc Java EE 8 pour ça. Donc le support non-blocking sera déféré à une autre release. L'avantage de ça, c'est que, étant donné qu'on a un petit peu plus de temps, un petit peu plus de ressources, parce qu'on ne doit pas faire le support des non-blocking, on va pouvoir adresser d'autres choses dans JAX-RS 2.1. Alors la première chose que je voudrais parler, c'est l'API client, qui n'est pas neuve. Elle a été introduite dans JAX-RS 2. Donc ce qui se passe, c'est que JAX-RS est un un framework qui permet de facilement exposer des endpoints REST. C'était purement server-side. Donc lorsqu'on avait ces endpoints REST, lorsqu'on devait les consommer, on était amené à écrire notre propre code client, soit en utilisant une API telle que HTTP URL Connection, donc quelque chose de très ancien, de très vieux et très difficile à utiliser, ou alors on utilisait carrément une solution tierce pour écrire ce code client qui consomme du reste. On a résolu ça dans JAX-RS 2, on a introduit une API client qui permet de facilement consommer des services REST. Comment ça fonctionne? On a d'abord besoin d'avoir une instance d'un client, d'un container client, qu'on obtient très facilement. Ensuite, on construit notre requête. La première chose, c'est qu'on a besoin de ce qu'on appelle une web target. Donc la web target, c'est en gros l'URL sur lequel notre remote endpoint se trouve sur le réseau. Ensuite, on construit la requête. Dans ce cas-ci, c'est une requête très simple. Je m'attends à recevoir en retour du texte. Et enfin, on exécute la requête. Donc ce qu'on voit ici, c'est je fais un get, donc ce sera un HTTP get. Et ce que j'aurai en retour, dans ce cas-ci, ce sera un objet de type string. On peut réutiliser le container client. Étant donné que c'est un objet relativement lourd, par exemple, le container client va gérer très probablement du pooling de connexion, ce genre de choses. C'est une bonne idée de le fermer. Soit on le ferme de manière traditionnelle, ou alors on l'utilise dans un try-catch, ce genre de choses. Du côté client, l'API est très riche. Donc on a en gros toutes les fonctionnalités qu'on a du côté serveur. On a par exemple la résolution de path, on a les templates, on a les query parameters, comme on a du côté serveur. Donc si vous savez utiliser JAX-RS du côté serveur, utiliser l'API client, l'API équivalente du côté client, c'est quelque chose de très simple. Ça, il n'y a rien de nouveau. Ça fait partie de Java EE 7. Ce qui se passe, c'est que les deux exemples précédents étaient des exemples bloquants. En Java EE 7, donc en JAX-RS 2, on a aussi introduit dans l'API client le support asynchrone. Si on ne précise pas d'invoqueur, par défaut, c'est bloquant, donc c'est du synchrone. Ici, je précise un invoqueur qui est async, donc j'utilise la méthode async pour spécifier à mon container client que je veux une invocation asynchrone. À ce moment-là, on passe en non bloquant. Donc ma requête retourne directement. Ce que je récupère, c'est un objet futur de type string que je peux utiliser par exemple avec un get pour récupérer les résultats. Le souci, c'est si on fait un get, à ce moment-là, on retombe en bloquant. Donc on va peut-être probablement faire une boucle sur l'objet futur avec un isDone pour savoir exactement quand est-ce qu'on a le résultat, et entre-temps, on peut faire autre chose. Une autre approche, c'est d'utiliser une interface qui a été introduite en JAX-RS 2. C'est Lead Invocation Callback Interface. Elle a deux méthodes de callback, completed and failed. La première, completed, sera invoquée lorsque on aura les résultats de la requête, et la deuxième est invoquée si jamais il y a eu un souci dans l'invocation de la requête. L'utiliser, c'est très simple. Donc je fais ma requête et en get, je passe une implémentation de cette invocation callback avec mes deux callback défini. Donc là, jusqu'ici, rien de nouveau. Maintenant, on peut imaginer ce genre de scénario qui est un scénario typique dans une approche qui est plus orientée microservice. Donc on a un service Travel Agency. L'idée, c'est qu'on a un utilisateur qui se connecte. Une fois qu'il est connecté, on va invoquer un service distant pour connaître l'historique de voyage de cet utilisateur. Une fois qu'on a ça, on va, basé sur son historique, invoquer un autre service pour avoir des destinations potentielles pour suggérer à cet utilisateur. Et pour chaque destination, on va invoquer deux autres services pour, d'un côté, avoir des prévisions météorologiques pour les destinations qu'on va suggérer, et aussi proposer un quote, donc une offre de prix pour chaque destination qu'on va proposer. Ce qui est clair, c'est qu'il y a certaines dépendances entre les services. Par exemple, le premier service à invoquer, il faut d'abord avoir l'historique du client. Une fois qu'on a l'historique du client, on peut interroger le service destination pour suggérer des destinations basées sur l'historique du client.
Une fois qu'on a les destinations, les suggestions de destination, on peut invoquer les deux autres services, la météo et le pricing. La météo et le pricing sont indépendants, donc les deux peuvent être invoqués en parallèle. Il n'y a pas vraiment de lien entre les deux. Ce qui est clair, c'est qu'on ne va certainement pas utiliser une approche asynchrone, ça serait beaucoup trop lent et complètement inefficace. Donc on va de toute façon aller vers de l'asynchrone lorsqu'on doit utiliser lorsqu'on a ce genre de scénario à faire. Si on utilise l'API asynchrone de JAX-RS2, ça pourrait se passer comme ça. Donc, on fait d'abord une première invocation qui sera asynchrone. Dans ce cas-ci, j'ai simplifié le scénario, je n'utilise pas tous les services. Mais donc, le service que j'invoque ici, c'est un service pour récupérer des suggestions, des recommandations. Donc, on fait l'invocation, elle est asynchrone. On lui passe une invocation callback. Invocation callback qui a deux callbacks. La première callback completed sera invoquée lorsqu'on a toutes les suggestions, lorsqu'on a reçu toutes les suggestions. Donc dans celle-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre toutes les destinations potentielles, on va itérer ces destinations et on va refaire une requête asynchrone pour avoir, dans ce cas-ci, des prévisions météo pour chaque destination potentielle. Évidemment, c'est une requête asynchrone, ce qui veut dire qu'on doit lui passer une invocation callback qui sera invoquée quand on a eu tous les résultats, mais aussi qui pourrait être invoquée quand quand un problème est survenu. On doit faire ça aux deux niveaux. Je suppose que vous voyez où je veux en venir. Cette approche fonctionne, mais clairement, le code est compliqué à écrire. Il sera donc compliqué à maintenir. La gestion d'erreurs, elle est compliquée parce que les erreurs potentiellement peuvent se passer à différents endroits. Donc le message ici, c'est que l'API asynchrone fonctionne très bien. L'API asynchrone de JAX-RS, l'API client fonctionne très bien s'il n'y a pas de dépendance entre les différents services qui sont invoqués. Mais dès qu'on a une dépendance entre les services, on voit très vite les limites de cette approche. Ce problème-là est résolu en JAX-RS 2.1, donc en Java 8, par l'introduction d'un nouvel invoqueur, l'invoqueur RX. Donc l'invoqueur RX, c'est quoi? C'est un invoqueur qui est toujours asynchrone, mais qui a une approche beaucoup plus réactive que l'approche purement async de JAX-RS 2. Alors comment ça fonctionne? L'idée, elle est la même. Donc je fais ma requête. J'utilise l'invoqueur réactif, donc c'est pour ça que j'utilise la méthode RX. J'ai la possibilité de lui passer un exécuteur services. Je fais ma requête, et si on regarde ma requête, ce qu'elle me retourne, elle ne me retourne plus un objet futur, mais elle me retourne un completion stage. Completion stage, donc l'API qui a été introduite en Java SE 8. Donc cette première requête, en fait, c'est pour récupérer une liste de destinations potentielles, des recommandations. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? J'utilise juste l'API completion stage de Java SE 8. Donc ici, je prends toutes mes destinations potentielles. J'utilise ici l'API Streams. Pour chaque destination potentielle, je vais refaire une requête, encore une fois, async réactive. Et je vais à chaque fois obtenir un forecast, donc une prévision météo. Je vais faire en plus une autre requête pour chaque destination potentielle pour obtenir le pricing, donc une offre de prix pour cette destination-là. Et ensuite, c'est l'API Completion Stage, comme on a en Java SE 8. En fait, on combine les différentes invocations, les différents appels REST, et c'est vraiment tout ce qu'il y a à faire. Donc, ce qu'on constate, c'est que cette approche, elle est non seulement beaucoup plus simple à écrire, mais elle est aussi beaucoup plus simple à maintenir. Pourquoi? Parce qu'en gros, on réutilise l'API Completion Stage qui est disponible dans Java SE 8. On ne fait rien d'autre. Donc, on a une approche qui est beaucoup plus clean par rapport à l'API purement asynchrone qu'on a en JAX-RS 2. Donc ça fait partie de Java EE 8. Par défaut, l'API supporte Completion Stage, mais l'implémentation est ouverte à d'autres frameworks, typiquement du RxJava 1 et 2 ou du Guava. Les listenable features de Guava sont supportés aussi. Autre fonctionnalité qui fait partie de JAX-RS 2.1, donc Java EE 8, c'est le support des Server Sent Event, SSI. SSI, c'est un mécanisme qui est largement utilisé, qui est disponible depuis pas mal de temps, qui a été standardisé par le W3C et qui permet, lorsqu'un client est connecté, SSI permet au serveur de pousser de manière asynchrone des notifications à ce client connecté. C'est supporté par tous les browsers, sauf Internet Explorer et Opera Mini.
Donc en gros, si vous utilisez Internet Explorer. L'API, à quoi elle ressemble? Elle introduit des nouvelles interfaces. SSI Event, c'est une super interface qui représente en gros un événement, donc un event SSI, le payload qui pourrait être envoyé ou reçu. Cette interface est étendue en outbound SSI Event, donc ça c'est l'événement du côté serveur, et on a aussi inbound SSI Event. Ça c'est le même événement mais du côté client. Bien évidemment, SSI est unidirectionnel, donc c'est le client qui établit la connexion, et ensuite la seule chose qui peut se passer, c'est le serveur peut pousser du payload vers le client. Éventuellement, le client peut se reconnecter si la connexion a été droppée, mais le client ne peut pas utiliser un canal SSI pour pousser du payload. Donc du côté serveur, on va être amené à créer des événements. On a cette API Outbound SSI Event Builder qui permet de créer des events. Du côté client, on ne va jamais créer les événements, on va juste les consommer. Alors, un autre objet qui est introduit, c'est SSI Event Sync. Cet objet représente en fait la connexion entre deux endpoints. C'est la représentation de la connexion, mais du côté serveur. On peut combiner plusieurs SSI Event Sync ensemble en un objet qui s'appelle un SSI Broadcaster. Donc un SSI Broadcaster, en gros, c'est juste une collection de clients connectés. Ce qui fait que si on envoie un payload à un broadcaster, il sera automatiquement broadcasté vers tous les endpoints SSI qui sont connectés. Alors l'API, à quoi elle ressemble? On a une méthode ici, j'injecte deux objets, SSI Event Sync, donc ma connexion, et un autre objet SSI qui est utilisé pour créer d'autres. Donc c'est plus une factory. Ensuite, c'est du JAX-RS standard. Donc ici, on utilise la notation add-get. Donc on ne va répondre que sur le verbe get. On a le chemin sur lequel notre SSI endpoint sera exposé du côté serveur et le media type qui est produit. Bien évidemment, dans ce cas-ci, étant donné qu'on est dans du SSI, on doit utiliser le media type qui est imposé par SSI, server event. Ensuite, lorsqu'on veut pousser, donc le serveur, lorsqu'il veut envoyer du payload au client, on a juste à invoquer la méthode onNext sur une connexion bien donnée. Donc event sync onNext, ou éventuellement, on pourrait faire un onNext sur un broadcaster. À ce moment-là, on broadcast à différents endpoints. On va faire ça X fois, et bien évidemment, à un moment donné, on sera amené à fermer cette connexion. Donc c'est relativement simple. Du côté client, c'est une approche relativement similaire. Donc on a l'event source qui représente la connexion, mais cette fois-ci vue du côté client. Donc on va construire cet event source, donc on doit lui donner un web target, donc c'est l'adresse du endpoint SSI serveur sur le réseau. On peut faire quelques ajustements, par exemple ici je définis que mon intervalle de reconnexion est à 5 secondes, donc si le container client peut gérer automatiquement les reconnexions si la connexion est droppée. Donc on a cet event source. Ensuite, ce qu'on va faire, on va utiliser des fonctions. Dans ce cas-ci, c'est un consumer. Donc je fais un subscribe de mon consumer. Donc mon consumer, dans ce cas-ci, il est très, très basique. Donc ce consumer, il sera invoqué chaque fois qu'il y a un payload. Donc il sera invoqué par le client chaque fois qu'il y a un payload envoyé par le serveur. Ce que je dois faire aussi, c'est à un moment donné, je dois ouvrir la connexion. Donc en gros, en faisant l'open, je demande au container client JAX-RS de faire tout le sale boulot pour moi. Donc ouvrir la connexion, faire tout le sale boulot. À partir de ce moment-là, on va recevoir mes consumers vont être invoqués chaque fois qu'il y a un payload qui est poussé par le client. Et bien évidemment, à un moment donné, on sera amené à fermer cette connexion du côté client. Dans ce cas-ci, j'ai juste enregistré un consumer qui va consommer le payload qui est envoyé, mais on peut enregistrer d'autres consumers. Typiquement, un consumer throwable qui sera invoqué s'il y a eu un problème. Donc voilà en gros un aperçu des nouvelles fonctionnalités qui seront les fonctionnalités majeures qui seront ajoutées à JAX-RS 2.1. Il y en a d'autres. Maintenant, je passe au support JSON qui sera grandement amélioré dans Java 8. On fait deux choses au niveau de JSON. On améliore l'API JSON-P qui était déjà présente dans Java 7 et on introduit une nouvelle API de binding, donc JSON Binding. Alors, le goal de JSON-P 1.1 est de rajouter certaines fonctionnalités et d'adopter certains standards qui émergent dans la sphère JSON au sens large.
Le premier standard qu'on adopte dans JSONP 1.1 est JSON Pointer. Comme le nom l'indique, un JSON Pointer, c'est une syntaxe standardisée qui permet de pointer à un endroit bien spécifique dans un document JSON. Un exemple. Donc, j'ai un objet JSON Array en Java, donc c'est l'API JSONP. Sa représentation JSON est à droite, donc on a deux utilisateurs. Alors, si je veux utiliser l'API JSON Pointer, la première chose que je dois faire, c'est que je dois créer un pointeur. Alors, j'utilise cette syntaxe qui est relativement simple, /0/name. Ça veut dire /0, c'est l'objet qui se trouve à l'index 0, donc c'est le premier objet. /name, c'est la key value dont la clé est name. Donc, on parle ici de name Duke. Ensuite, j'ai mon pointeur, je dois en faire quelque chose. Dans ce cas-ci, par exemple, je fais un getValue sur ce pointeur. Bien évidemment, je dois préciser sur quel document JSON je veux travailler. Donc, c'est ce que je fais en passant l'objet contact à ma méthode getValue. Et ce que je récupère en retour ici, c'est le nom Duke, dans cet exemple-ci. Alors, getValue, c'est une des méthodes qui est disponible dans l'API JSONP 1.1 sur les pointeurs, et il y en a d'autres, add, replace, remove. Autre exemple, dans ce cas-ci, c'est un replace. Bien évidemment, étant donné qu'on fait un replace, on doit préciser dans ce cas-là la nouvelle valeur qui va remplacer l'ancienne. Ce qui est important de mentionner, c'est que l'API JSONP est une API immutable. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'on fait un replace sur mon objet contact, cet objet-là ne va pas changer. Ce qu'on va récupérer en retour est un nouvel objet, l'objet result dans ce cas-ci. Autre standard qui est ajouté à JSONP 1.1, c'est patch. Encore une fois, le nom est évident. Un patch est en fait un document qui va être appliqué à un autre document pour modifier ce document. Alors, un exemple de patch. Donc, un JSON patch, en soi, c'est un document JSON qui contient une ou plusieurs opérations. Le patch est atomique, ce qui veut dire que si une des opérations ne fonctionne pas, le patch est avorté entièrement. Donc la première opération, si je l'applique à ce document JSON qui est à droite, la première opération, c'est un replace. La syntaxe est bien évidemment JSON pointer. Donc /0 phone mobile, on veut en fait dans ce cas-ci remplacer le numéro de téléphone mobile de l'utilisateur, le premier utilisateur, donc Duke. Donc on applique cette opération, ça fonctionne, mon document est changé. Je peux passer à la seconde opération, dans ce cas-ci c'est un remove. On veut enlever l'objet qui se trouve à index 1, donc le deuxième objet. Ça fonctionne et ça c'est le document final. Du côté Java, pour utiliser cette API, c'est très simple. On définit une target, donc ça c'est le document JSON qui sera modifié, qui ne sera pas modifié en tant que tel, mais c'est le document sur lequel on va appliquer le patch. On définit notre patch, donc c'est un JSON array, et ensuite on applique le patch sur notre target. Encore une fois, c'est une API immutable, donc ce qui veut dire que l'objet qu'on récupère en retour, lorsqu'on a appliqué le patch, est un nouvel objet. L'objet original n'est pas changé, n'est pas altéré. L'API JSONP a aussi cette API qui permet de construire à la volée des patchs de manière très simple. Donc dans ce cas-ci, la première opération c'est un add, la seconde c'est un remove, et ensuite j'applique directement mon patch sur le target. Il y a un troisième standard que je vais juste mentionner, c'est JSON Merge Patch. L'approche est très similaire. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en JSONP 1.1, on a l'inverse. Donc on utilise un patch pour modifier un autre document. On peut aussi faire un diff pour comparer deux documents et récupérer un patch qui décrit la différence entre les deux documents. Ça marche pour JSON Patch et JSON Merge Patch. Autre amélioration qu'on a apportée à JSONP 1.1, c'est le support de collecteurs spécifiques JSON. Ça, c'est du code JSONP 1.0, donc j'utilise l'API Streams. Et dans ce cas-ci, je suis amené à écrire moi-même mon collecteur. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas de collecteur JSON. En JSONP 1.1, on a introduit des collecteurs qui supportent les JSON Objects et les JSON Arrays. Donc ça simplifie un petit peu la programmation. Alors si on continue sur le support JSON, une nouvelle API qui est introduite en Java 8, c'est JSONB.
Donc c'est une API qui permet de faire du binding entre des objets Java et des documents JSON dans les deux directions. Donc JSONB est en gros à JSON ce que JAXB est à XML. L'API définit un comportement standard. Donc si on ne précise rien, c'est Convention over Configuration, et on va obtenir un comportement qui a beaucoup de sens. Maintenant, rien n'empêche bien évidemment de configurer ce comportement pour obtenir le comportement que vous désirez. Alors, ça fonctionne de manière très simple. Donc ici, j'ai un objet Java qui est une liste de téléphones. Pour convertir ça en un document JSON, j'ai besoin d'une instance JSONB que je récupère de manière très simple en utilisant un JSON Builder. Ensuite, sur cet objet, j'invoque la méthode toJSON, je lui passe mon objet Java et je récupère dans ce cas-ci un string qui contient le document JSON. L'API supporte bien évidemment des writers, des output streams, etc. Ici, j'ai le comportement par défaut, donc j'ai rien spécifié. Donc, par exemple, le nom des clés est basé sur le nom des setters. Donc j'ai un setter brand et j'ai une clé qui s'appelle brand. On a bien évidemment la possibilité de configurer ça en utilisant notamment l'API JSONB Property qui peut être utilisée à différents niveaux, sur le champ, sur les getters, sur les setters, sur les paramètres. Donc ici, par exemple, j'ai mon champ qui est first name. Je veux avoir la place, ma clé qui s'appelle name. C'est tout ce que j'ai à faire. Et je peux utiliser ça à différents niveaux. On a pas mal de possibilités de configuration. Donc on a la stratégie de nommage. Je crois que par défaut, on en supporte 6. Et si ce n'est pas suffisant, vous avez la possibilité de définir votre propre stratégie de nommage. Comment les binaires doivent être convertis dans les deux sens, ce genre de choses-là. Qu'est-ce qu'il faut faire en cas de, par exemple, si on a des objets qui sont nuls. Dans certains cas, il y a des propriétés des champs qu'on voudrait peut-être ignorer, donc ne pas les convertir dans JSON ou dans l'autre sens, etc., etc. Et si ce n'est pas suffisant, on a aussi, tout comme dans JAXB, la possibilité de définir ses propres adapteurs. Alors, la question est comment on configure JSONB. Par défaut, si on ne fait rien, on a le comportement le plus standard possible, donc c'est ce que je fais ici. Et JSONB introduit aussi un objet qui s'appelle JSONBConfig, qui est en fait utilisé pour configurer justement le marshalling et l'unmarshalling de Java vers JSON et vice-versa. C'est ce que je fais ici, et il suffit de passer cette config quand je crée mon objet JSONB. Alors, chose importante, il y a déjà 36 solutions qui font du binding de Java vers JSON et vice-versa, donc on ne veut pas réinventer la roue. Donc JSONB est vraiment une API standard qui s'appuie sur des frameworks de binding existants. Et l'idée, c'est que vous avez cette API standard et vous pouvez switcher de l'un à l'autre facilement. C'est ce que je fais ici, en fait. Alors, si on continue, une autre API qui évolue dans Java 8, c'est Servlet 4. Le gros focus de Servlet 4, c'est d'apporter le standard HTTP2 dans la plateforme. Je n'ai pas le temps d'expliquer ce qu'est HTTP2, mais si vous avez deux choses à retenir, c'est que HTTP2 est un protocole binaire, HTTP 1.1 est un protocole texte. Et ce qui est encore plus important, c'est qu'HTTP2 préserve toutes les sémantiques HTTP que vous utilisez depuis des années. Donc on a aussi toujours cette notion de requête-réponse, on a toujours la notion de en-tête HTTP, de cookies, etc., etc. Alors, en soi, l'API Servlet 4 ne va pas changer grand-chose. Ce que je veux dire par là, c'est que vous prenez votre application Servlet 3.1 qui existe aujourd'hui, vous la déployez sur un conteneur Servlet 4, ça va fonctionner. Bien évidemment, si le conteneur Servlet 4 est configuré pour HTTP2, vous allez avoir le support HTTP2. Donc, la latence de votre application devrait être améliorée. Ceci étant dit, si vous voulez utiliser une nouvelle fonctionnalité d'HTTP2 qui est le serveur push, à ce moment-là, vous allez devoir changer votre code. Serveur push est en fait une fonctionnalité qui a été introduite dans HTTP2 qui permet de manière proactive à un serveur de pousser des ressources au client. Donc, je suis un client HTTP, je demande une ressource, par exemple une page HTML, et le serveur peut décider, car il sait que pour afficher cette page HTML, j'aurai aussi besoin d'une image et d'un style sheet. Le serveur peut décider de manière proactive de m'envoyer ces fichiers-là, même si je ne les ai pas encore demandés. Alors, pour faire ceci, pour implémenter le push builder, en gros, on repose sur l'API qui est disponible dans Jetty. On a toujours besoin d'une requête.
Donc, c'est pas serveur push, ça ne donne pas la possibilité au serveur de pousser des ressources de manière complètement archaïque. On a une requête entrante, le serveur peut décider de répondre avec une réponse, comme en HTTP 1.1, ou avec plusieurs réponses. On a cette requête entrante. On a besoin d'une instance d'un push builder, qui est donc toujours associée à une requête. Ensuite, on va configurer ce push builder. Par exemple, on va lui définir quelques headers, quelques entêtes HTTP. Ce qu'on doit faire aussi, c'est qu'on doit définir le chemin de la ressource que l'on veut pousser du côté serveur. On doit aussi préciser l'e-tag de la ressource et le last modified date de la ressource. Pourquoi? Parce que le but du jeu est vraiment de réduire la latence en poussant de manière proactive certaines ressources que l'on suppose que le client aura besoin. Donc on veut donner la possibilité au client de refuser ces ressources, parce qu'il se peut que ces ressources soient déjà sur le client. Donc c'est pour ça qu'on doit préciser ces champs-là. Et enfin, on invoque la méthode push pour demander au container servlet de pousser la ressource. Donc ce qu'on fait là, on demande au servlet container de pousser la ressource, mais on n'est pas sûr que la ressource sera poussée, effectivement. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'important à garder lorsqu'on développe des applications. Donc ça, c'est vraiment le gros changement au niveau Servlet 4, c'est le support HTTP2. Au niveau API, la seule chose qui va émerger, c'est le push builder. Et d'autres fonctionnalités vont être ajoutées à Servlet 4, mais c'est vraiment ça la principale. JSF, Java Server Face, évolue en Java EE 8. Un ensemble de fonctionnalités ont été ajoutées, par exemple support WebSocket. On a un composant JSF qui, de manière transparente, vous permet du côté serveur de pousser, en utilisant du WebSocket, des payloads vers le client. Donc il y a tout un ensemble d'améliorations qui ont été apportées. Ces améliorations ne vont pas vous faire switcher vers JSF. Ce que je veux dire par là, si aujourd'hui vous n'utilisez pas JSF, vous n'allez pas switcher vers JSF juste pour ça. Mais il y a une communauté très large d'utilisateurs JSF, et pour ces utilisateurs-là, cet ensemble d'améliorations est importante. Cette spécification est terminée depuis la semaine dernière, donc ça c'est quelque chose qui est figé. Alors, autre spécification qui évolue en Java EE 8, c'est CDI, Context and Dependency Injection. Cette spécification est gérée par Red Hat. Le gros focus de CDI, le gros focus de CDI 2 ne nous impacte pas tellement, nous, en tant que développeurs Java EE. Pourquoi? Parce que le gros focus de CDI 2 est d'améliorer l'adoption de CDI en dehors de l'écosystème Java EE. Si on regarde CDI, c'est une API et une spec qui est relativement riche. Donc on a l'injection, on a la gestion de contexte, on a la gestion d'événements, etc. Ce qui fait que adopter CDI dans un contexte beaucoup plus léger, comme Java ici, il y a pas mal de réticences qui apparaissent. Donc le but de CDI, c'est vraiment d'améliorer cette adoption en dehors de l'écosystème Java EE. Ça a été fait notamment en splittant la spécification en 3. Donc on a CDI Core. Ensuite, basé sur ça, on a CDI for Java ici, et basé sur ça, CDI for Java EE, qui est vraiment l'aspect complète. Bien évidemment, nous, Java EE, c'est ce qu'on utilise, CDI for Java EE, donc on a tout là-dedans. On a la gestion de contexte, on a les événements, etc. Ce qui est aussi défini en CDI 2, c'est la manière de bootstrapper de manière standard un container CDI sur Java ici. Encore une fois, nous, Java EE, ça ne nous impacte pas. Pourquoi? Parce que le container CDI est démarré par l'application server qu'on utilise. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que CDI 2 n'apporte pas des améliorations pour nous, développeurs Java EE. Notamment au niveau event. Donc les events font partie de CDI depuis CDI 1.0, donc depuis la première version de la spec. Comment ça fonctionne? On injecte un événement. C'est un pattern producer consumers. Donc on injecte un événement. Ensuite, lorsqu'on veut lever un événement, on invoque sur cet événement la méthode fire. Donc, dans notre application, on fait un fire pour dire « OK, je lève un événement ». Et autre part, dans notre application, on aura au moins un consumer, un observer. Comment on définit un observer? De manière très simple, on utilise la notation. Donc, on a une méthode à laquelle on utilise la notation @observes. Donc, lorsque mon fire est invoqué, automatiquement, mon observer sera invoqué aussi. On peut avoir plusieurs observers. Le problème qu'on a jusqu'à CDI 2, c'est que si on a plusieurs observers qui observent le même événement, on ne sait pas dans quel ordre ils seront invoqués. C'est résolu en CDI 2 à travers de l'utilisation de la notation addPriority. Donc ici, on a la possibilité de définir l'ordre. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus la priorité est basse,
plus plus l'observateur sera invoqué tôt dans la chaîne. Donc typiquement dans cet exemple, l'observateur priorité 10 sera invoqué avant l'observateur priorité 20. Chose importante, c'est qu'ici on est en synchrone. Et justement, la synchrone, c'est une des améliorations majeures qui nous intéresse au niveau CDI 2 pour Java.EE. On a en CDI 2 la possibilité maintenant de lever des événements de manière asynchrone. Donc c'est ce qu'on fait ici. On utilise maintenant la méthode FireAsync. Donc ça veut dire qu'ici on veut lever un événement de manière asynchrone. Donc ma méthode va retourner directement, ce n'est pas bloquant. Et on aura au moins un observeur qui sera un observeur asynchrone. Simplement en utilisant la notation @observeAsync. À mentionner aussi, c'est que le FireAsync peut retourner un completion stage. Donc l'API de completion stage de Java SE 8 qui peut être utilisée pour récupérer le résultat à certains moments ou voir si notamment il y a eu un problème dans l'exécution d'un des observeurs. Autre spécification qui fait partie de Java 8 et qui est aussi gérée par Red Hat, c'est Bin Validation 2. Le gros focus de Bin Validation 2, en gros, c'est d'adopter les nouvelles fonctionnalités qui ont été introduites dans Java SE 8. Donc on parle de support Date and Time API de Java SE 8, le support des containers optional, les annotations répétables, ce genre de choses-là. Quelques exemples. En Java SE 8, on a par exemple la possibilité de mettre des annotations sur des types paramétrés. Donc on peut faire, par exemple, le premier exemple, on a une liste d'emails, en fait chaque email est un string, et on veut ces emails leur appliquer deux validations. On ne veut pas qu'elles soient nulles et on veut aussi appliquer le @mail validation, donc on veut appliquer une validation custom. Ici, c'est vraiment sur le type paramétré. Donc les validations, on ne veut pas faire une validation sur la liste, mais on veut faire une validation sur chaque élément de la liste. Autre exemple, par exemple, l'avant-dernier, support optional et support de l'API Date and Time de Java SE 8. Le dernier exemple, Repeatable Annotation, c'était quelque chose qui était déjà possible en Java EE 7, mais c'était un petit peu tricky à faire. Maintenant, c'est quelque chose qui est supporté en standard. Donc on peut appliquer plusieurs validations. On répète la notation en fait, de validation et toutes ces validations seront appliquées dans notre cas-ci sur notre zip code. Donc c'est l'idée de Bin Validation 2, support de Java SE 8. Maintenant, il y a d'autres discussions, notamment autour de nouvelles validations de contraintes de validation qui pourraient être introduites dans la spécification. Ça reste à la discrétion de l'expert group de décider ce genre de choses. Dernière API qui est introduite dans Java EE 8, c'est une API qui résout quelques problèmes de sécurité qu'on a au niveau de Java EE. Je veux dire par là que Java EE a toujours été une plateforme sécure. Le seul problème qu'on a, c'est qu'en gros, la sécurité dans Java EE, elle est gérée à différents niveaux. Ce qui fait qu'on a des fois... ça impose pas mal de complications. Par exemple, ce qui va être introduit dans cette API, c'est un nouvel mécanisme d'authentification. Donc c'est quelque chose qu'on a déjà dans la plateforme. On peut de manière déclarative gérer l'authentification sur une servlette. On peut aussi le faire de manière programmative dans la plateforme. Pour ça, on utilise l'API Jaspic. Le seul problème, c'est que... Est-ce que quelqu'un a déjà écrit du code Jaspic? Il y a quelqu'un qui... C'est une API qui est très, très compliquée à utiliser. Donc en gros, ce qu'on va faire avec ce nouvel mécanisme d'authentification qui repose sur Jaspic, c'est une abstraction en fait, qui va permettre de simplifier l'authentification dans un premier temps au niveau servlet. Autre chose qui sera introduite dans cette spécification, c'est un Identity Store, donc la gestion d'utilisateur. Typiquement, aujourd'hui, l'Identity Store il est spécifique à chaque application server. On voudrait standardiser ça pour être certain qu'une application soit portable d'un application server à l'autre. Dernier élément qui sera introduit dans cette API, c'est ce qu'on appelle un Security Context. Si on regarde au niveau des différentes API Java EE, on gère la sécurité dans ces différentes API, au niveau de JAX-RS, JAX-WS, EGB, Servlet, etc. On a à chaque fois la notion d'utilisateur, mais une fois l'utilisateur s'appelle un rôle, une fois il s'appelle un principal, une fois il s'appelle un user, etc. On voudrait offrir une abstraction au-dessus de toutes ces API pour être certain qu'un utilisateur, peu importe l'API qui est utilisée en dessous, on ait un seul et une même façon de faire.
Donc en gros, ce sera une API qui permettra de faire une abstraction des différentes API de sécurité qui existent déjà dans la plateforme Java EE. Donc ça, c'est vraiment une nouvelle addition à la plateforme, c'est le JSR 375. Alors, il reste quelques minutes, temps de conclure. Ce slide représente en gros la plateforme Java EE telle qu'elle sera lorsqu'elle sera finalisée en juillet. En bleu, ce sont des API qui vont évoluer. Donc on a parlé de Bin Validation 2, CDI 2, JAX-RS 2.1, etc. En orange, ce sont deux nouvelles API qui sont ajoutées à la plateforme. Donc c'est vraiment des additions nettes à la plateforme. Ce qui n'est pas reflété sur mon slide, c'est les différentes API qui vont avoir ce qu'on appelle une maintenance release. Donc, par exemple, JPA va évoluer en Java EE 8. Maintenant, maintenance release, c'est un processus beaucoup plus léger qui nous permet de faire une update beaucoup plus rapidement et peut-être aussi une update un peu moins ambitieuse que si on passe par tout le processus, par exemple, comme on a fait pour JAX-RS 2.1. Donc, tout l'expert group avec le early draft, le propose final draft, etc. Donc ça, c'est la plateforme Java EE telle qu'elle sera dans quelques mois. Maintenant, où en est-on? On est quand même relativement avancé. On a JSF 2.3 qui est terminé. CDI 2, ils sont vraiment près de la fin. C'est quasiment finalisé. JSONP 1.1 finalisé. JSONB est finalisé. Il reste encore du travail au niveau servlet, JAX-RS 2 et sécurité. Et bin validation. Donc cela, c'est encore c'est les spécifications à observer parce que là, il y a encore pas mal d'activités. Alors, les choses évoluent encore, donc c'est du work in progress. Maintenant, étant donné qu'on se rapproche, mais en gros, de moins en moins, les choses se finalisent de plus en plus. L'idée, c'est qu'on voudrait être en public review. Donc, public review, c'est en gros toutes les spécifications finalisées pour avril-mai 2007. Donc, fin du mois, ça me paraît un petit peu optimiste, mais en mai, mois prochain, on devrait avoir la spécification, ce qu'on appelle un propose final draft, ça vient un petit peu plus tard, mais on voudrait qu'en gros tout soit figé. Et bien évidemment, ces spécifications, on les donne à la communauté pour obtenir du feedback. Donc il nous reste encore un peu de temps après ça pour ajuster certaines choses. Donc c'est pour ça que c'est important en fait. Si vous voyez qu'il y a des gaps ou il y a des choses qui ne sont pas justes, c'est vraiment le moment de regarder aux différentes spécifications, de jouer avec les différentes implémentations de référence pour justement nous fournir ce feedback pour qu'on puisse justement ajuster les choses tant qu'il en est encore temps. En juillet, une fois que tout sera figé, ce sera trop tard. Pour ça, je vous encourage à utiliser Glassfish 5. Donc, on a déjà des promoted builds de Glassfish 5. On est actuellement en promoted build 4. Ici, c'est le promoted build 3, mais le 4 est sorti la semaine dernière. Ce qu'on est par exemple en train de faire au jour d'aujourd'hui, c'est l'intégration de CDI 2 dans Glassfish 5. Donc, dans Glassfish 5, il y a déjà un ensemble des spécifications qui sont supportées. Par exemple, Servlet 4 est déjà supporté, JAX-RS 2.1, on a déjà le support de l'API réactive dans Glassfish 5. Donc il y a déjà pas mal de choses qui sont disponibles aujourd'hui, choses qui, bien évidemment, vont encore être amenées à évoluer. Mais on a au moins un outil de base qui permet de faire les tests, de commencer à jouer et évaluer Java EE 8. Et je vous encourage vraiment à faire cela, parce que c'est quelque chose qui est important. Fournir du feedback tant qu'on a encore le temps d'ajuster le tir, c'est quelque chose qui est critique pour la plateforme. Et avec ça, il me reste 1 minute 45 secondes pour prendre des questions. Oui ? Ok, je vais répéter la question. Donc, la question porte sur les microprofils. Oracle n'est pas impliqué au niveau microprofil, donc ce n'est pas à nous qu'il faut demander. Oui, monsieur ? Donc la question, l'étape d'après, Java EE 9. Ici, on se focalise vraiment sur Java EE 8. Donc à Java 1, on a parlé de EE 8 et EE 9. Le feedback qu'on a eu, et c'est notamment pour ça qu'on a ajusté notre tir, c'est que ce n'était pas une bonne idée d'essayer de faire les deux en même temps. Donc ici, on se focalise vraiment sur Java EE 8. On veut terminer Java EE 8. Une fois qu'on aura terminé Java EE 8, on va voir ce qui vient après. Donc ici, on est vraiment la tête dans le guidon jusqu'à juillet, août sur Java EE 8. Autre question ? Oui ? Si. Donc la question pose sur la maintenance release de JPA et notamment le support des date and time de Java EE 8, c'est ça ? Oui, c'est prévu. Et je crois que le travail va... Enfin, il y a déjà eu du travail qui a été fait, mais je crois que le mois de mai est
et la période sur laquelle ce sera fait. Il reste 25 secondes, donc je vais clôturer ici. Je serai dehors s'il reste encore des questions. Merci.